نعلن مسؤوليتنا الكاملة في الجبهة الشعبية عن هذه العملية البطولية التي نفذها أبطالنا صباح هذا اليوم في مدينة القدس. الحركة تدعو إلى استمرار عملية الثأر حماية للمسجد الأقصى. Well, what we see here is a deliberate initiative of Abu Mazen to boil the capital of Israel, Jerusalem. في الوقت الذي ندين هذا العمل أيضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي. הסתה שבאה לידי ביטוי במובנים דתיים שלא יכירי מקומם כאן, כי אין לנו מלחמה בין יהודים לאסלאם. Mercredi 19 novembre 2014, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale consacrée une fois de plus à l'attentat dramatique qui s'est déroulé hier dans le quartier de Har Nof, dans une synagogue à Jérusalem. Au sommaire de cette émission, 24 heures après cet attentat, le bilan s'alourdit. Le policier qui avait été gravement blessé à la suite d'échanges de tirs avec les terroristes a succombé à ses blessures. Il s'appelle Zidan Saïef et laisse derrière lui une femme et un enfant de 4 mois. Destruction cette nuit de la maison du terroriste responsable de l'attentat du tramway de Jérusalem qui avait fait 2 morts il y a un mois. Les autorités annoncent un renforcement des mesures de sécurité dans la ville. Benjamin Netanyahou réitère sa politique de main de fer. Et puis enfin, vous le verrez, la communauté internationale condamne à l'unanimité l'attentat de Jérusalem. Barbarie, horreur et massacre, pouvait-on entendre dans les discours des différents dirigeants. Il est 8h à Tel Aviv. Merci d'être avec nous sur le plateau de cette édition spéciale sur i24 News. On accueille ce matin Ali Waked, bonjour. Consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et musulman. Également Boaz Bismuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du service étranger au quotidien Israël Hayom et également Maurice Ifergan, rédacteur en chef i24 News. Bonjour à tous. On va tout de suite se rendre sur les lieux de l'attentat à Har Nof devant la synagogue qui était la cible de cette terrible attaque hier qui a fait, je vous le rappelle, 5 morts. On y retrouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Malgré la douleur et la colère, on comprend que la vie reprend son cours dans la ville et les fidèles sont retournés ce matin à la prière. Oui, bonjour Éléonore, les stigmates demeurent, mais finalement la vie reprend son cours et on le voit derrière nous, eh bien, des fidèles juifs qui viennent prier dans cette synagogue et cette école talmudique. Il y a également des enfants en bas âge, bref, la vie reprend son cours, mais finalement il y a des signes qui ne trompent pas, qu'il y a eu une attaque hier, vous le voyez sans doute derrière moi. C'est plutôt étonnant de voir dans ce quartier plutôt paisible de Har Nof, eh bien, un garde de sécurité qui se tient devant l'entrée de cette synagogue. Juste devant moi, vous ne pouvez pas les voir, mais il y a 3 policiers armés également dans cette rue. Bref, la municipalité de Jérusalem et la police israélienne ont demandé à ce qu'il y ait une élévation du niveau de sécurité. On est passé au niveau 3 de sécurité dans les rues de Jérusalem et dans le pays, notamment devant les lieux publics. Lieux publics, cela veut dire école, mais également synagogue ce matin. Alors Mathias, le bilan s'alourdit ce matin puisqu'on parle de 5 morts, puisque le policier qui avait été gravement blessé a succombé à ses blessures. Que sait-on ce matin de l'état de santé des autres blessés ? Bien, vous l'avez dit, le policier a succombé à ses blessures dans la nuit. Il avait été atteint d'une balle dans la tête. C'est lui qui avait essayé de protéger ses camarades et c'est lui qui a pris les premiers tirs lorsque les terroristes sont sortis de cette synagogue. Et à partir de ce moment-là, il a été très difficile pour les médecins de sauver sa vie. En attendant, concernant l'état de santé des blessés, il en reste 4 dans un état particulièrement grave, 3 qui sont considérés comme sérieux, dont l'un qui a pris un coup de hache dans la tête et donc qui a reçu un coup de hache dans la tête. Donc son état est jugé toujours sérieux mais stationnaire, c'est ce que nous disent ce matin les médecins. Un
cinquième qui est arrivé dans un état critique hier, eh bien, son état de santé semble s'améliorer ce matin. Dernière question, Mathias Inbar, sur l'atmosphère de Jérusalem ce matin. Est-ce que vous diriez qu'un vent de psychose a gagné la ville ? Écoutez, c'est plutôt calme ici dans ce quartier de Har-Nof, donc j'ai du mal à percevoir, pour être vraiment tout à fait complet, on a du mal à percevoir ici dans les rues de Jérusalem qu'il y ait une psychose. En revanche, cette manifestation hier soir de la droite extrême, de l'extrême droite hier de la droite nationaliste dans les rues de Jérusalem qui appelait presque à la vengeance, et donc c'est ce que les habitants plutôt de Jérusalem demandent, à ce qu'il n'y ait pas justement ce genre d'appel, que les habitants puissent faire confiance aux forces de police pour régler la situation explosive qui règne à Jérusalem depuis 3 mois. Et peut-être cette phrase qui ne trompe pas de la part d'Yitzhak Aharonovitch, il a demandé ceux qui ont aujourd'hui le port d'armes, ceux qui possèdent une arme, à participer à se porter volontaire auprès des forces de police pour essayer de surveiller les rues de Jérusalem. Est-ce finalement une marque de faiblesse politique plus que sécuritaire? Les prochains jours, eh bien, nous donnerons des éléments de réponse. Merci Mathias Inbar en direct de Jérusalem. On vous retrouvera bien entendu tout au long de cette édition spéciale. Boaz Bismuth, cet attentat en plein cœur du quartier religieux de Har-Nof à Jérusalem, c'est un tournant selon vous dans le cycle des violences qui touche Jérusalem depuis au moins un mois? Ajoutant aussi un quartier au centre de Jérusalem, un quartier calme, et pas dans un quartier problématique si vous voulez. Est-ce que c'est un tournant ? Écoutez, je crois qu'il y a tout un symbole dans les images que nous avons vues hier. Justement, hier, il y avait le congrès des journalistes à Eilat. Il y avait les panels dans lesquels on parlait un petit peu du statut de l'arabe, du statut de la gauche, du statut de la droite, etc., etc. Et le matin, bien sûr, il y a la prière du matin, la shacharit, où moi aussi je participe. Vous savez, le Kaddish, lorsque chez nous, chez les Juifs, on perd un parent, donc il y a la prière du matin, comme les musulmans aussi qui ont leur prière ô combien importante. Et dans la prière du matin, justement, on regardait déjà sur les premières photos qui arrivaient. Il fallait voir les gens qui priaient autour de moi. Ce sont des gens déjà qui ont vu beaucoup d'attentats dans leur vie. C'était pas des jeunes, c'était des gens de 60, 70 ans. Et oui, cet attentat nous a secoués, nous a bouleversés. La talit avec le sang, les tefilines, la main, le lieu où ça se passe. On a l'habitude de voir des vigiles, des gardiens dans des synagogues en Australie, en France, en Belgique, pas en Israël. Je crois que ce qui nous a encore une fois grand ouvert les yeux, c'est que justement dans la capitale, si vous voulez, la capitale éternelle, la capitale d'Israël justement, dans une synagogue dans la capitale d'Israël, dans une synagogue dans le centre de la capitale d'Israël, à Jérusalem justement, eh ben, un juif n'est pas en sécurité, d'où le paradoxe. Israël a été créé pour que les juifs aient un lieu sûr et sain. Et justement, aujourd'hui, le lieu dans lequel il y a le plus de morts juifs dans le monde, c'est Israël. On a vu la situation se dégrader ces derniers mois. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, Ali Waket, selon vous, à une telle violence en plein centre de Jérusalem? Avec tout la douleur et la peine de ce qui s'est passé malheureusement dans ce pays, on est habitué à ces vagues de violence et ce n'est pas la première fois et je suis tout à fait d'accord avec Boaz. Ce qui a secoué tout le monde, c'est l'endroit qui a été la cible de cette attaque et j'ai dit ça avec beaucoup de douleur parce que si c'était 4 autostoppeurs dans une station de bus, à mon avis les réactions ont été différentes malgré le fait que 4 vies ou 5 vies ont été éliminées dans cette atrocité. On pouvait dire, Ali, que jusqu'ici, la cohabitation entre juifs et arabes se passait plutôt bien dans ce quartier de Har-Nof à Jérusalem? Il n'y avait pas de cohabitation. C'est une expression artificielle qui n'a été jamais juste. Il y avait 250 000, 300 000 Arabes palestiniens de Jérusalem qui ont été obligés de faire partie du paysage de cette ville. Et on sait que tous les tours de négociation dans les années 90 et dans les années 2000 ont été effondrés à cause de la question de Jérusalem. Et donc, il faut avouer avec tout le mal de ce matin, le discours, les propos, le narratif qu'on entend depuis hier matin, il est sécuritaire. Quelles mesures, quelles sanctions, etc. Mais aucun mot sur quel horizon.
même si on ne parle pas sur le plan macro, l'horizon politique vis-à-vis de l'autorité palestinienne et du conflit, vis-à-vis de 300 000 personnes qui sont obligées d'être habitants de la ville de Jérusalem, et ils ne le sont pas du fait. Et si on se balade dans les villes ouest dans les quartiers ouest de la ville et dans les quartiers est, ce sont deux mondes différents, Eleonore. Il y a des camps de réfugiés au sein de la capitale Israël, Jabal Moukaber et Shouafat. Shouafat, c'est un camp de réfugiés. Le camp où il y a tous les matins presque et tous les soirs les pierres jetées sur le tramway de Jérusalem. Il faut résoudre une fois cette question. Et depuis hier, on n'entend pas de solution d'ordre politique. On a entendu le discours de Benyamin Netanyahou hier, et puis ce qu'il ressort un peu des discours des différents dirigeants, c'est être ferme tout en menant à l'apaisement. C'est un équilibre difficile à trouver. Hein, ouais, il faut savoir aussi que sa conférence de presse et son discours est suivi par des questions-réponses. Il y avait aussi pour l'opinion publique, parce que n'oubliez pas que la veille, on parlait déjà d'élections déjà anticipées. Donc évidemment, il parle aussi pour, et en fait, la solution magique qu'il a parlé, la destruction des maisons des terroristes, c'est pas quelque chose de nouveau ou d'original, et on sait très bien que dans le passé, que ce n'est pas la solution. Maintenant, certains mots. D'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que mon ami Ali vient de dire, et je pense que sur le diagnostic, c'est-à-dire sur le résultat, nous pensons pareil. C'est vrai que de quelle cohabitation parlons-nous? Sauf que les raisons qui ont amené à ce manque de cohabitation malheureux entre des citoyens qui doivent partager la même terre, je pense que là, peut-être, on va être en désaccord dans le sens où il est évident qu'il faut trouver une solution. Il est clair aussi pour moi que malheureusement, aujourd'hui, le problème, on aurait bien voulu un problème national, un problème territorial. Pour moi, aujourd'hui, on est arrivé au pire, c'est que le problème est religieux. Et qui est enflammé, en fait. Est-ce qu'il est religieux ou est-ce que la religion est un prétexte, justement, dans cet embrasement? Alors, prétexte ou pas, comme Arafat l'a fait très bien en 2000, je pense que Mahmoud Abbas aussi, pour son propre opinion, peut-être lui-même le pense, fait tout pour le faire religieux. Alors comment est-ce qu'on le fait, un problème religieux? Déjà dans le sens où on n'accepte pas, on ne reconnaît pas le fait que c'est un État, qu'Israël est un État juif. Ça, c'est une première chose où on évoque la religion. La deuxième chose, alors je vais dire quelque chose peut-être qui va agacer Ali, mais dans le sens aussi, on va équilibrer avec quelque chose où on va être d'accord. Prenons par exemple le mont du Temple. Le mont du Temple, un lieu sacré pour les musulmans. Le voyage nocturne du prophète Mohammed au 7e siècle au ciel avec Gabriel, suivi par Gabriel, c'est fait de cet endroit-là. Je reconnais, je respecte. Rambam, Maïmonide, bien sûr, me permettait, moi, comme juif, rentrer dans une mosquée pour faire ma prière juive. Reconnaissance de l'importance de cette religion musulmane monothéiste qui a tellement contribué à notre civilisation, je le dis. Mais j'aimerais bien aussi que de l'autre côté, on dise la même chose et qu'on comprenne aussi que le mont du Temple est un lieu le plus saint pour les Juifs. Ça ne veut pas dire que demain je dois aller là-bas. On sait très bien qu'aujourd'hui nous sommes dans une période hyper tendue à Jérusalem. Et je pense que notre foi juive n'est pas jugée si je suis parti au mont du Temple ou pas. Donc un peu d'équilibre. Du côté palestinien, allons un petit peu et reconnaissons un petit peu l'histoire juive. De notre côté, pas de tension, pas d'excitation dans une période comme ça parce que ça ne sert à rien. Et peut-être, Ali et moi, pas nous, je pense que cette génération est perdue encore, mais peut-être quand on fera une telle démarche, nos enfants peut-être enfin pourront prier ensemble dans ce même endroit. On va reparler dans un instant de la tournure religieuse qui est en train de prendre ce conflit. Mais avant, on fait un tour avec vous, Maurice Fergan, sur la presse israélienne, les gros titres de la presse israélienne ce matin qui, dans son ensemble, évoquent les pires heures du peuple juif. On parle ce matin de pogrom et de Shoah. Exactement, les éditorialistes de la presse israélienne ont pris leur plume des grands jours pour en appeler à l'histoire. Alors, on commence avec Yediot Aharonot et l'éditorialiste Nahum Barnea. Écoutez ce qu'il dit. Des images qui nous renvoient aux aspects les plus sombres de l'histoire du peuple juif, au pogrom, au massacre, à la Shoah. Vous voyez, pas moins. Des juifs assassinés dans leur châle au cours de leur prière, des livres saints ensanglantés, une synagogue profanée. Rien ne peut expliquer un tel acte sans parler de justification. Ainsi, il est impossible d'accepter les cris de joie à Gaza et en Cisjordanie. Ceux qui se réjouissent de ce massacre, écrit Nahum Barnea, perdent tout droit moral à pleurer sur l'occupation. Au cours de ces 100 ans de conflit, les Palestiniens, dit-il, ont eu de nombreux moments de joie et chacun d'eux a amplifié leur détresse. Un petit coup d'œil sur l'éditorial de Nahum Schiffer, toujours dans le même journal. Il y a Yediot Aharonot qui parle politique. Au vu de la situation, écrit-il, il faut convenir qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas d'apaisement dans la Jérusalem unifiée. 18 mois après la mise en place du gouvernement Netanyahou, il faut constater que le Premier ministre a perdu la confiance du public en raison d'une série d'échecs liés à la sécurité des Israéliens. Ces échecs imposent au chef du gouvernement
gouvernement d'annoncer des élections anticipées, affirme Shimon Schiffer. On passe à Haaretz, Amos Harel, à la une du quotidien. Ça ressemble de plus en plus à une guerre de religion, écrit-il. Les terroristes n'appartenaient à aucun groupe connu, en dépit d'une revendication du Front populaire. Mais s'il y a une organisation qui peut revendiquer une influence indirecte sur cet attentat, affirme Amos Harel, eh ben, c'est bien Daesh. Les deux terroristes n'appartenaient pas à l'État islamique, constate l'éditorialiste qui est actif en Irak et en Syrie, mais leur massacre semble avoir été inspiré par Daesh, qui présente un modèle. C'est un acte idéologique religieux fondé sur la haine des Juifs. Alors, l'éditorial de rédaction d'Haaretz aussi prend le côté politique. Le meurtre de 4 Israéliens hier à Jérusalem est une tragédie que rien ne peut justifier, crie Haaretz, ni les tentatives de personnalités israéliennes de monter sur le mont du Temple, ni les constructions juives à Silouane. Mais il faut se demander si le Premier ministre veut vraiment régler le conflit israélo-palestinien, affirme Haaretz, et si oui, se demander pourquoi il s'entête à faire porter à Mahmoud Abbas la responsabilité des actes terroristes. Je peux juste répondre à l'éditorialiste, juste pour rappeler un petit peu que vous savez, ce gouvernement actuel que nous avons en Israël, on n'est pas en Corée du Nord. Ça veut dire quoi? Que le Premier ministre actuel n'est pas là ni pour toujours et il n'a pas été là depuis 1948. Où je veux en arriver, c'est que finalement on parlait beaucoup de la cohabitation à Jérusalem, on parle beaucoup, j'écoute les éditoriaux de mes amis dans la presse israélienne qui parlent un petit peu du manque de perspective. Mais souvenons-nous, prenons un petit peu la presse française, le JDD, Journal de Dimanche, il y a quelques années, en 2007, je ne sais plus déjà, où ils avaient tout écrit de la proposition énorme que ce même Mahmoud Abbas, qui se plaint aujourd'hui, avait reçu justement sur Jérusalem. Pas un, pas deux, mais 3 quartiers, pas seulement le chrétien, pas le musulman, même l'arménien de la vieille ville. Et finalement, on aurait pu éviter tous ces attentats et tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donc accuser, comme le fait souvent la presse israélienne, juste le gouvernement israélien, je pense que c'est de mauvaise foi et je pense que c'est malhonnête. Enfin, les éditoriaux accusent aussi Mahmoud Abbas et l'incitement à la violence de Mahmoud Abbas, on en reparlera d'ailleurs. Qui parle beaucoup de... Un homme qui aujourd'hui justement pourrait sauver un peu cette situation, déjà contribuer un petit peu au calme, mais malheureusement la nuit pyromane, le jour c'est Sami le pompier, ou je ne sais plus, Sami le sauveur, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On va parler de la responsabilité des leaderships palestiniens et israéliens un peu plus tard. On va voir ce que pense votre collègue Dan Margalit dans Israël Hayom, qui écrit « Aucun juif ne peut rester indifférent aux images sanglantes prises hier dans une synagogue à Jérusalem. Le massacre d'hier a été provoqué par des mensonges », écrit-il, comme l'affirme le Premier ministre, mensonges qu'Israël souhaite changer le statu quo sur le mont du Temple, mensonge sur la mort du chauffeur d'autobus palestinien qui s'est suicidé. Alors, constatation de Dan Margalit, les actes terroristes sont des actes d'isolés, mais l'incitation, écrit-il, qui les provoque est bien organisée, elle, par certains groupes. Alors, conclusion de Dan Margalit, il va falloir à terme déployer des unités de l'armée dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est, même si le Premier ministre et le ministre de la Défense estiment que pour l'heure des renforts de police suffiront. Le Jerusalem Post avec David Brin à la une, la sainteté brisée, il titre son éditorial de cette façon. Les opérations terroristes de ces derniers mois ont été éclipsées par la qualité de l'attaque, comme le nomme le Hamas. Les mois d'incitation palestinienne ont fait leur travail auprès de terroristes fanatiques. Chez les Israéliens, c'est le choc et la révulsion après la profanation d'une synagogue et du meurtre de ses fidèles. Une attaque qui rappelle les pogroms et les atrocités de la Shoah. Vous voyez, on y revient. Netanyahou, écrit-il, met en garde contre des actes de vengeance comme celui qui a suivi l'enlèvement et l'assassinat des 3 jeunes Israéliens en juin dernier. Personne, affirme le quotidien, ne doit faire justice soi-même, même si notre sang bout. Et dans ces circonstances, le Premier ministre invite la gauche, les orthodoxes, à rejoindre un gouvernement d'union. Allez, on va voir tout de suite comment la presse arabe traite cet attentat. Alors là, c'est très mitigé. La presse arabe rappelle pratiquement dans tous les médias l'attentat d'hier à Jérusalem, avec des mots un peu différents. Le journal qatarite, Al Jazeera, les batailles de rue font rage après l'attaque à Jérusalem. Le quotidien qatari fait état de confrontation en Cisjordanie et de punition collective israélienne après l'attaque d'hier contre une synagogue à Jérusalem. À l'Arabie, aussi pareil, 5 morts dans une attaque contre une synagogue à Jérusalem. 2 Palestiniens ont été abattus, écrit le quotidien. Jérusalem est une ville d'apartheid sinistrée. C'est un article dans le site d'Al Arabi qui affirme que la ville est divisée entre juifs et musulmans. Et puis cette enquête menée par Al Arabi, la corde au cou, les habitants de Jérusalem-Est refusent de se rendre. L'Orient le jour, Netanyahou répondra à la vague terroriste d'une main de fer. On met l'accent sur la
la répression israélienne après cette attaque. Vive tension dans la ville sainte, 4 fidèles tués au hachoir et au pistolet, décrit L'Orient le Jour. Jordan Times, c'est à peu près pareil. L'attaque meurtrière contre une synagogue horrifie les Israéliens, écrit le quotidien jordanien. Ce fut une attaque rare contre un lieu de prière qui a provoqué un choc à travers Israël, levant les craintes que le conflit meurtrier entre Israël et les Palestiniens ne prenne une dangereuse dimension religieuse. Vous voyez, les inquiétudes jordaniennes sont sur ce point-là. Enfin, on va finir par Zaman, le quotidien turc. La Turquie affirme que rien ne peut excuser l'attaque contre une synagogue à Jérusalem. Alors quand on lit l'éditorial, on se dit « Ah, enfin les Turcs !» Et puis tout d'un coup, on se rend compte que finalement l'article et l'éditorial en s'en prend à Israël. Le quotidien turc souligne tout de même que le président Erdogan a téléphoné au roi du Maroc. Les deux sont liés à la gestion des lieux saints à Jérusalem pour évoquer les violations israéliennes sur l'esplanade des mosquées. Et Erdogan a tout simplement appelé le monde musulman à faire connaître sa réprobation. Enfin, il y a quand même une condamnation quasiment unanime sur cet attentat d'hier, Ali Waked. Il y a une condamnation aussi de la part de l'autorité palestinienne. C'est vrai que la majorité des Israéliens n'ont pas aimé le fait que la demande d'arrêter les violations israéliennes, les violations des colons, a suivi la condamnation très ferme du part du président de l'autorité palestinienne. J'avoue, Éléonore, c'est pas l'attaque comme la cible qui a été choisie, qui a secoué l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, il faut l'avouer, n'est pas endeuillée ce matin. Elle est endeuillée parce que cette attaque peut apporter un dégât énorme à la campagne internationale de l'autorité palestinienne, et les soucis d'ordre interne remontent au fait que certains outils qui ont été employés dans cette terrible attaque peut donner peut donner des idées comme s'il y avait l'État islamique qui opère auprès des Palestiniens. C'est la même méthode. Quand on voit une hache, un fusil, cette attaque combinée finalement. Et ça, ce qui inquiète l'autorité palestinienne sur l'atmosphère générale au sein des Palestiniens et sur l'image que ça peut donner auprès de la communauté internationale sur les Palestiniens. Mais une petite remarque sur Boaz. J'avoue que la très grande majorité des Palestiniens n'admettent pas que Juifs et Israéliens ont des droits sur l'esplanade de mosquées historiques, morales, etc. Mais Boaz, le moyen de changer le status quo, c'est pas par le violer unilatéralement et décider. Là, on commence à prier contrairement aux accords qui ont été achevés entre Palestiniens, Jordaniens et Israéliens. Il faut entamer un dialogue pour changer, pour expliquer un dialogue d'hommes religieux, de responsables religieux, pour commencer à laisser comprendre les Palestiniens que Juifs ont des droits ici. Ça, c'est un point. Et deux, Éléonore, en ce qui concerne les mensonges, le plus grand mensonge, c'est à mon avis d'accuser Abou Mazen de faire partie de cette machine d'incitation. Et depuis hier, s'il y avait une personnalité qui était au centre d'une machine orchestrée d'incitation par la direction israélienne, c'était Abou Mazen. Et hier, il y a une deuxième personnalité qui a joint Abou Mazen à être la cible de cette machine. C'est le chef du Shabak, du service secret, que la droite israélienne n'a pas apprécié le fait qu'il a dit la vérité. Non. Et la vérité, c'est qu'on va revenir sur les faits. Yoram Cohen, le chef des services, juste, on revient sur les faits, a justement déclaré que... Oui, vous allez répondre à Ali dans 2 minutes. Gentiment. Gentiment, bien sûr. Donc, Yoram Cohen, chef des renseignements intérieur israélien, a déclaré que les propos de Binyamin Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens, comme quoi Mahmoud Abbas incitait à la haine et à la violence, étaient faux, et que Mahmoud Abbas n'incitait pas à la haine, même pas en coulisses. Allez-y, vous pouvez répondre. Sur tout. Alors d'abord, j'ai la première chose. Le changement du statut du mont du Temple. Ce qu'en français on appelle, hier j'étais interviewé par plusieurs médias français qui insistaient sur l'esplanade des mosquées, on peut aussi appeler ça le mont du Temple. Alors vous savez, dans l'histoire, j'ai dit au tout début, je pense ici, dans l'émission ce matin, et même à connaissance justement de l'importance du lieu sur l'islam, j'ai même raconté dans les détails. Malheureusement, vous savez très bien qu'il y a aussi une chronologie, et toutes les religions sont importantes. Le monothéisme est important, c'est de la foi, c'est subjectif, je comprends et je respecte tout le monde. Sauf qu'il y a aussi une chronologie, et qu'on le veuille ou pas, 1500 ans à peu près avant le voyage nocturne au ciel,
il y a eu par exemple un roi, un petit roi comme ça, qui s'appelait le roi Salomon, qui a construit un petit temple comme ça, qui est un peu important pour un petit peuple comme ça, qui s'appelle le peuple juif. C'était en 995 avant Jésus-Christ, je pense. Jésus-Christ, très important aussi pour le monde chrétien, on cite et on respecte tout le monde. Un instant. Non, mais ce que j'explique, une seconde. Et malgré cela, on parle maintenant, j'entendais apartheid. Alors, apartheid à Jérusalem, est-ce que moi, juif, aujourd'hui, je peux aller au mont du temple ? Est-ce que je peux aller normalement ? Il n'y a pas eu de changement de statut. Il y a certains individus chez nous en Israël qui pensent que justement, un des devoirs du juif, c'est d'aller là-bas. Je pense que très bien. Nous sommes une démocratie, qu'est-ce que vous voulez ? On peut se faire élire et nous avons dans notre Knesset de tout. On a même Khalil Zouabi dans la Knesset. Alors qu'est-ce que vous parlez de droite quand j'ai une femme comme quand j'accepte Khalil Zouabi dans ma propre Knesset ? Donc c'est quand même il faut quand même tolérer aussi certains chez nous. Deuxième chose que j'aimerais dire. Un mot seulement sur justement ce que vous disiez, c'est ce qu'on a appelé des provocations, ce que d'autres appellent un droit naturel. Finalement, ces parlementaires qui sont montés sur le mont du Temple, est-ce que c'est pas ça aussi qui a un peu mené à l'embrasement au milieu, mais ça c'est facile. Alors, au milieu de beaucoup d'autres facteurs, mais ça fait partie aussi. Où sommes-nous ici tous autour d'une table ? Nous sommes où ? Nous sommes en Finlande, nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes à Jaffa. Alors on parle maintenant de perspective, on parle de paix. Allons pas très loin, 93, 94, 95, c'est pas si loin que cela. Il n'y a pas de perspective. Il y a Oslo. Il y a Yitzhak Rabin, il y a Shimon Peres, il y a des attentats presque quotidiens. De quoi on parle ? C'est-à-dire que c'est un prétexte. Il y aura toujours le prétexte. Ça sera les constructions, c'est le fait même, notre présence ici. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre ne comprendront rien. Le problème, malheureusement pour moi, n'est pas territorial. Référence tout le long, il y a toujours ces attentats, encore. Maintenant, la façon dont c'est fait, où est ma frustration ? C'est que la presse internationale, hier matin, au départ, on a vu très bien CNN et Telegraph et BFM, la façon dont ils ont présenté les choses, moi, profondément, m'a choqué. Dans une journée comme hier, lorsqu'on préfère à BFM inviter Laila Shahid et aucun de notre côté, ça me choque. Quand CNN parle d'un attentat contre une mosquée, soit le journaliste s'est réveillé du côté gauche du lit, soit peut-être il a choisi, il aurait dû faire médecine et pas journalisme, parce que c'est un homme intelligent, je suppose. Mais pour revenir au fait, il est vrai qu'il y a eu une condamnation tout le long, mais pour moi, ce que moi je retiens hier, ce que moi me choque, et je le dis au début et je le répète encore une fois, c'est qu'au centre de Jérusalem, un juif n'est pas en sécurité, c'est quelque chose d'inconcevable en 2014. Parce que depuis 1967, toutes les mesures sécuritaires... C'est vrai qu'en 48, il y avait une volonté de paix, en 56, il y avait une volonté de paix, en 49, en 58... Je parle que depuis hier, on ne parle que des mesures sécuritaires. Et que je sache... Parce qu'il y a des attentats. Toutes les mesures qu'on peut imaginer ont été mises en place depuis 1967, depuis toujours. Des maisons ont été démolies, des personnes ont été emprisonnées, ont été exilées, des citoyennetés ont été retirées. Maintenant, si on a essayé ce trajet du sécuritaire, pourquoi hier on n'a pas entendu du leadership israélien un mot sur un horizon politique, sur une solution politique à cette situation? Boaz, quand on parle d'une cohabitation, vous et moi, on sait c'est quoi la cohabitation et on sait quand est-ce qu'elle est vraie ou quand est-ce qu'elle est artificielle. À Jérusalem, nous, elle existe par ailleurs. À Jérusalem, pour 300 000 personnes, l'idée de la ville unie, c'est une fiction. Et hier, on pouvait entendre des responsables sécuritaires anciens et actuels qui disaient que pour les Palestiniens, la très grande majorité des Palestiniens veulent faire partie d'une entité qui est différente de l'entité Merci Ali Waken, merci. Merci, on n'a plus le temps, vous restez avec nous. On vous retrouve tout de suite, juste après un court journal. Vous restez avec nous, Boaz Bismuth. On se retrouve dans un instant. Retour sur le plateau du Morning pour cette édition spéciale. On accueille ce matin Raphaël Yerushalmi, bonjour. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Toujours avec nous, Boaz Bismuth, rédacteur en chef du service étranger pour le quotidien Israël Hayom, et également Dror Even-Sapir, analyste politique sur i24 News. Merci d'être toujours avec nous. On va retourner sur ce drame dont on a parlé pendant toute la première partie, cet attentat hier qui a fait 5 morts, dont un dernier, Zidan Saïev, qui a succombé à ses blessures dans la nuit. Retour sur les événements avec cette frise chronologique, on en reparle dans un instant.
Nous sommes très inquiets de cette décision, notamment au vu de la situation tendue à Jérusalem. Le Premier ministre Netanyahou a réaffirmé l'engagement d'Israël à maintenir le statu quo sur le mont du Temple. Voilà, on va tout de suite se rendre à Jérusalem sur les lieux de l'attentat devant la synagogue dans le quartier de Har Nof, là où se trouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors des émeutes ont éclaté hier à Jabal Moukaber, le quartier dont étaient originaires les deux terroristes responsables de cet attentat. Oui, des émeutes qui ont éclaté d'ailleurs, Éléonore, quasiment immédiatement dès que le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch, a annoncé l'origine des deux terroristes palestiniens qui ont commis cet attentat. Des heurts qui se sont poursuivis tout au long de la journée et de la soirée avec des fusées fumigènes, des jets de pierre et également des cocktails Molotov contre les forces de police. À Jabal Moukaber, c'est dans le sud de Jérusalem, en direction des quartiers de Gilo, pour que les téléspectateurs se situent. Alors, des émeutes qui ont éclaté à Jabal Moukaber, mais pas seulement, également à Abu Dis et dans le quartier de Silwan, où a été détruit cette nuit, sur ordre de Binyamin Netanyahou, par l'armée et les forces de police, la maison de Abdelrahman al-Shalodi, celui qui avait foncé avec sa voiture contre le tramway, un arrêt du tramway à la colline des munitions, quasiment il y a un mois, tuant un bébé de 3 mois et une touriste originaire d'Équateur. D'autres mesures de sécurité ont été prises hier par le Premier ministre israélien et par l'ensemble des autorités israéliennes. Vous le constatez ici à Jérusalem, Mathias Inbar? Oui, complètement. J'ai eu les pires difficultés, Éléonore, à me rendre depuis le nord de Jérusalem vers le sud et vers l'entrée de la ville, là où se trouve le quartier de Har Nof. Une augmentation de sécurité, ça se voit concrètement comment? Eh bien, lorsqu'il y a énormément de patrouilles de police, des barrages inopinés au milieu de la rue, au milieu des routes, des grandes artères des rues de Jérusalem. Et puis, je le disais, ces policiers qui se trouvent devant les lieux publics. Concrètement, le niveau 3 a été mis en place par le chef de la police, Yohanan Danino, niveau 3. C'est le niveau presque juste avant celui qui avait été imposé pendant la deuxième intifada dans les années 2002. Vous pouvez comprendre ce que cela signifie concrètement dans les rues de Jérusalem et pas seulement au-delà. Merci Mathias Inbar. On vous retrouvera un peu plus tard. Il y a Raphaël Yerushalmi. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Vous connaissez bien ce sujet, la destruction des maisons des terroristes, comme leur donnait Binyamin Netanyahou et comme l'a été fait cette nuit. Est-ce que c'est une mesure dissuasive efficace selon vous? C'est une mesure dissuasive. On l'a constaté par le passé. Il y a eu effectivement des doutes à ce sujet, mais il a été constaté par le passé que pour des raisons économiques et sociales au sein des villages où ces destructions sont perpétrées, il y a une certaine dissuasion. Il y a des jeunes qui hésitent à agir sur le plan du terrorisme lorsqu'ils constatent les dégâts que ça va causer à leur famille. Donc il y a un côté dissuasif qu'il ne faut pas du tout surestimer, très limité, mais on ne peut pas dire que c'est totalement inutile ou que c'est une simple punition collective. Il y a quelque part dans les statistiques qui suivent la destruction de ces maisons un côté dissuasif. Vous dites une mesure très limitée, mais de quels moyens disposent aujourd'hui les services de renseignement et les autorités israéliennes pour lutter contre ce genre d'attentats qui ne sont pas forcément organisés, mais qui sont prémédités? Alors, tout ce qui est en train d'être fait en ce moment doit être fait et ne servira pas à grand-chose. Donc, vous pouvez ajouter 5000 policiers, faire rentrer l'armée. Jérusalem va commencer à avoir l'air d'une ville en état de siège. Mais ça n'arrêtera pas, évidemment, ce genre d'attentat d'individus isolés qui se lèvent le matin, ou même si c'est planifié, mais qui partent d'un village comme Abu Jaber, qui arrive tout de suite dans Jérusalem.
La solution, à part toutes les mesures de sécurité, c'est une solution à un niveau beaucoup plus haut, qui est une politique claire et nette par rapport au terrorisme, qui n'est pas appliquée en ce moment. La politique claire et nette par rapport au terrorisme, c'est par exemple tout imam ou personne publique qui incite à la haine dans un discours, dans une mosquée, dans une école, dans une université, doit être arrêté et expulsé. Les imams... Ça fait partie de la politique de main de fer. Oui, les imams salafistes Netanyahou d'Israël doivent être expulsés d'Israël. Ça, c'est une chose. Les conditions de vie des prisonniers politiques, tels que Marwan Barghouti, qui envoie des messages d'incitation à la violence, doivent être durcies très fermement. Marwan Barghouti doit maintenant, à mon avis, passer 2-3 mois au cachot. Il ne peut avoir aucun contact avec l'extérieur. Et la chose principale, c'est les sanctions politiques et économiques contre l'autorité palestinienne. Il faut mettre les responsables palestiniens devant leurs responsabilités. Et donc, par rapport à la Cisjordanie, des sanctions économiques, mettre Abou Mazen dans l'embarras, car aujourd'hui il pèse le pour et le contre. Quand condamner, quand ne pas condamner les actes terroristes, il joue avec ça tout le temps. Il a condamné hier l'attentat. Oui, il a condamné, mais. Et donc il joue avec ça. Donc sanctions économiques, le mettre dans l'embarras politique, le faire basculer du côté de la condamnation, alors que là il est en hésitation. Et il a peur de perdre de la popularité s'il condamne trop fermement les attentats. Et pour terminer, le Hamas, ces attentats sont une rupture du cessez-le-feu, bordure protectrice. Nous avions un cessez-le-feu. Alors il n'y a plus de missiles, il n'y a plus de tunnels. On reviendra sur la responsabilité du Hamas dans cette attaque. Vous êtes d'accord, Boaz Bismuth, il faut renforcer les sanctions contre les prisonniers palestiniens d'une part, mais aussi contre l'autorité palestinienne? Alors bien sûr, malheureusement, c'est vrai que c'est limité la destruction des maisons, mais toujours est-il, vous savez, quand vous avez en prison, par exemple, un récidiviste, c'est pas pour cela qu'on ne va pas le remettre en prison, même si ça ne sert pas de leçon. Il faut qu'il y ait aussi sanction à de telles choses, ça c'est assez clair. Maintenant, ce que moi me désole énormément, d'un côté c'est l'opinion publique, d'un côté c'est les voisins de ces mêmes terroristes ou les membres de leur famille, leur oncle, leur mère, on les a vus hier sur la deuxième chaîne de télévision, être fiers que leur membre de leur famille est un shahid. Donc vous voyez à quel point on ne peut pas ne pas imaginer que demain, après-demain, il y aura d'autres attentats, parce que tant que de l'autre côté, on va continuer à avoir le culte de la mort, comment est-ce qu'on peut se dire, non seulement on perd leur maison, mais on perd un fils, on perd un père, on perd un frère, et franchement, on est fiers de cela. Donc c'est quelque chose de psychopathe, c'est quelque chose de maladif. La deuxième chose que j'aimerais dire sur la condamnation d'Abou Mazen, il est vrai, Abou Mazen a la clé à la solution, du moins ça devrait être justement dans le camp palestinien, pour le monde, c'est le modéré, mais très franchement, quand on a vu hier sa condamnation, et comme vous avez très bien dit maintenant, le mai après, ça veut dire que, pour revenir un petit peu à cet été, tout le monde parlait de perspective après le conflit, après la guerre, après l'opération à Gaza. On pensait que de l'autre côté, finalement, on va tenter de calmer le jeu. Au contraire, pour satisfaire l'opinion publique palestinienne aujourd'hui, il faut avoir un discours plus endurci. On va continuer à parler de l'attentat avec vous, Dror Even-Sapir. Les Israéliens, on en a parlé, pointent du doigt Mahmoud Abbas et la responsabilité de l'autorité palestinienne dans ces attaques, dans ce cycle de violence. Effectivement, avec des propos très durs de la part de Benjamin Netanyahou. Et c'est pas la première fois, mais c'est une ligne tout à fait cohérente et de laquelle Netanyahou ne déroge pas depuis environ 2-3 semaines, depuis que les violences ont repris de plus belle à Jérusalem et ailleurs. Benjamin Netanyahou, bien évidemment, s'en prend au Hamas, aux organisations islamistes, mais aussi à Mahmoud Abbas. Il n'est pas le seul. Les autres ministres de son gouvernement, en tout cas ceux qui appartiennent à l'aile droite de l'échiquier politique, avec Avigdor Lieberman, Naftali Bennett, peut-être avec encore plus de virulence. On va tout de suite écouter la réaction de Benjamin Netanyahou hier à l'attentat. On écoute. Cette fois, Mahmoud Abbas a bien condamné ce massacre, et tant mieux. Je me souviens qu'il avait déjà condamné le meurtre des 3 adolescents, mais ce n'est pas suffisant. Car à la suite de sa condamnation du massacre aujourd'hui, il l'a lié à des actes imaginaires sans fondement qu'Israël aurait commis sur le mont du Temple. Au sein de l'autorité palestinienne, il y a une incitation quotidienne. On ne fait pas seulement de ces meurtriers des héros de la cause palestinienne, il y a une incitation incessante contre l'existence même de l'État d'Israël, contre la sécurité des habitants d'Israël.
sans arrêt, dans les écoles, dans les médias, dans les mosquées, partout. Et c'est là la racine du conflit. Voilà, donc c'est la condamnation. Éléonore, la condamnation qui avait été rappelée par Raphaël Yerushalmi et par Boaz Bismuth, et qui a été donc dénoncée par Benjamin Netanyahou pour le Premier ministre israélien. Condamner l'attentat d'hier ne suffit pas, étant donné que Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne dans son ensemble, incite à la violence par le biais des réseaux éducatifs, par le biais des réseaux religieux également. C'est une ligne dont Benjamin Netanyahou ne déroge pas. Il s'en prend peut-être encore davantage à Mahmoud Abbas qu'au Hamas. Mais on l'a dit tout à l'heure, Yoram Cohen, le chef des services de sécurité intérieure, a une appréciation quelque peu différente de celle du Premier ministre israélien. Effectivement, et c'est intéressant. Yoram Cohen hier qui s'est exprimé, Yoram Cohen, donc le numéro 1 du Shin Bet ou Shabak, les services de sécurité intérieure, le contre-espionnage, eh bien il s'est exprimé hier devant la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, et il a dit tout à fait clairement que Mahmoud Abbas n'incitait pas au terrorisme, n'encourageait pas le terrorisme. Alors il a été nuancé. Il a reconnu qu'effectivement, l'autorité palestinienne, qu'il régnait dans l'autorité palestinienne un climat qui pouvait inciter aux violences. Mais Mahmoud Abbas lui-même n'a pas intérêt, nous dit Yoram Cohen, il sait de quoi il parle, il n'a pas intérêt à ce que les violences s'étendent au territoire dont il a la responsabilité plus ou moins grande. Il n'a pas intérêt à ce qu'une vague de violence déferle actuellement. Donc, Mahmoud Abbas n'incite pas directement aux violences terroristes anti-israéliennes, et il faut, avant de laisser la parole à Boaz, on sent que Boaz veut vraiment prendre la parole. La coopération sécuritaire entre l'armée israélienne et les services de sécurité de l'autorité palestinienne, cette coopération est maintenue, même si de plus en plus de voix au sein même du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, s'élève pour que Mahmoud Abbas mette un terme à cette coopération. Boaz. Non, juste un mot. C'est vrai, parce qu'il faut expliquer un petit peu. Ce que le chef du Shabak a dit hier, justement, c'est que c'est vrai, il n'incite pas à la violence. C'est pas lui qui dit demain aux terroristes, vous allez demain ou tu vas demain faire X ou Y. Mais lorsque vous avez un chef d'autorité palestinienne, encore une fois, un modéré, le modéré, celui que le monde regarde comme le grand sauveur et le grand créateur de cet État palestinien et du calme et de la paix au Moyen-Orient et pourquoi pas au monde entier. Lorsqu'il dit il y a quelques jours à peine, à Ramallah, devant son public à lui, que la présence des Juifs ou des colons, si vous voulez, au mont du Temple, à l'esplanade des mosquées, si vous voulez, pollue le lieu. Imaginez si Netanyahou aurait dit que la présence d'un musulman au mont du Temple pollue le lieu. Imaginez la réaction du monde. On est devant la Troisième Guerre mondiale. Alors quand on parle de cette façon, ne me dites pas que c'est un modéré quand même, il y a des limites. Yoram Cohen a rappelé que le fait que des parlementaires justement israéliens soient montés sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées avait été un des éléments Mais là aussi, sur ce point, je veux dire juste un point. Mais sur ce point, souvenez-vous. Ont été déposées à la Knesset pour changer le statu quo. Maintenant, nous sommes une démocratie. Nous avons aussi, comme je dis, des députés arabes. Nous avons Zouabi et Tibi que vous avez eu la façon d'entendre. Ce qui est vrai, c'est que Benjamin Netanyahou a été sans aucune ambiguïté. Il a répété que le statu quo ne sera pas modifié sur le mont du Temple. Il est allé à la rencontre du roi Abdallah Haman pour clarifier cette polémique autour du mont du Temple. Donc, il n'y a pas eu d'ambiguïté de la part de Benjamin Netanyahou, mais il y en a eu de la part de plusieurs députés de son parti. Et des ambiguïtés, il y en a eu aussi de la part de Mahmoud Abbas, c'est incontestable. Mais l'histoire n'est pas lointaine, vous savez, comme on dit, c'est très joli en français, j'aime bien cette phrase, que l'avenir, vous l'écrivez avec l'encre du passé. Pas très loin, la deuxième intifada, on parle d'une troisième. Souvenez-vous tout ce qu'on avait dit, la visite de Sharon au mont du Temple qui a provoqué. Et puis par la suite, on découvre tout le programme d'Arafat et tout le temps qu'il fallait attendre quelques années pour voir les vraies raisons et à quel point tout était planifié et programmé. Donc soyons sérieux, c'était 2000, c'était pas il y a très longtemps. Hein. Merci Dror Even Sapir. Je voudrais qu'on revienne sur le profil justement des deux terroristes d'hier, deux Arabes israéliens ou palestiniens qui viennent de Jérusalem-Est. Et puis ça repose la question un petit peu de ces Arabes israéliens qui sont déchirés entre eux cette identité palestinienne finalement et parfois ce désir de s'intégrer à la société israélienne. Est-ce que aujourd'hui les services de renseignement, Raphaël Yerushalmi, ont un pied dans Jérusalem-Est, ont une activité dans Jérusalem-Est, en tout cas suffisante pour un peu déceler ces agents dormants? Bien sûr, les services de renseignement sont présents partout, à Jérusalem-Est spécialement, ils ont toujours été. Il est extrêmement important de voir le problème actuel qui est une union de plus en plus serrée entre les émeutiers arabes israéliens et les Palestiniens.
Et ça, c'est le fait de l'aspect religieux qui a été mis... l'accent a été mis sur l'aspect religieux, ce qui permet cette union. Et là, c'est très grave, parce que nous devons absolument nous arranger, si nous voulons limiter les dégâts, pour dissocier les Arabes israéliens des Arabes palestiniens. Il est évident aujourd'hui que le mouvement que nous constatons n'a rien à voir. On a parlé tout à l'heure, avant que j'entre en studio, de solution politique. Ça n'a rien à voir avec une solution politique. Les attentats auront lieu même s'il y a des négociations de paix. Ils redoubleront s'il y a des négociations de paix. Ça n'a rien à voir, c'est d'ailleurs un phénomène international. Je voulais juste une parenthèse. On a beaucoup parlé du local, mais nous oublions que nous avons affaire en ce moment à un phénomène qui ne nous concerne pas que nous. Ce n'est pas qu'Israël qui souffre de ces attentats de loups solitaires ou isolés, c'est le Canada, c'est la France, c'est la Belgique. Nous n'oublions pas. En ce qui nous concerne, cependant, nous devons donc faire le maximum pour ôter le caractère religieux de ce phénomène qui joue dans les mains du Hamas, qui gêne Abou Mazen, c'est vrai. Raphaël Yerushalmi, Benjamin Netanyahou hier parle justement de guerre des religions. Il remet justement l'aspect religieux au centre du conflit. Non, il fait juste un constat. Il fait un constat de ce que l'autre côté a fait en 2000, ce que l'autre côté fait actuellement aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici une formule assez incroyable et difficile à résoudre. Nous avons ici deux peuples émotionnels. J'ai dit deux, vous avez vu, je suis honnête. Deux peuples émotionnels dans un lieu, dans une superficie qui est restreinte quand même. On ne peut pas s'agrandir même si on mange beaucoup. C'est quoi Israël ? C'est 2 fois le département d'Ille-et-Vilaine. C'est quoi la Palestine qui va peut-être avoir lieu un jour si le comportement sera un peu différent. C'est une seule fois à l'Ille-et-Vilaine. Et à cela, vous ajoutez l'élément religieux. Qu'au lieu qu'il apaise la situation, il est là justement, vous mettez de l'huile sur le feu constamment. Maintenant, qu'est-ce que font justement les Palestiniens ? Compte tenu du fait que le problème n'est pas territorial, parce que s'il était, on l'aurait résolu depuis très très longtemps, déjà en 47, en 48, en 67, ça veut dire même avant que les territoires Israël les a possédés. Donc finalement, comme le problème n'est pas territorial, et de l'autre côté, il n'est pas religieux, il n'est pas politique. Non, je dis qu'il est religieux. Ah, vous dites qu'il est religieux. Je l'ai écrit aujourd'hui. Il est bien sûr religieux. Et justement, on utilise la religion. Et ce qui est encore dramatique pour nous et ce qui est le plus difficile, c'est qu'encore une fois, je l'explique, quand le mont du Temple en 67 est dans les mains Arabait Biaden, ou cette fameuse phrase mythologique de la part des Israéliens, et bien justement, la souveraineté est donnée au Waqf jordanien. Et justement, aujourd'hui, quand on parle d'apartheid, c'est moi le juif qui ne peut pas aller au mont du Temple, c'est le musulman de tout âge qui peut aller le faire. Alors soyons sérieux quand même. Ne réécrivons pas l'histoire à temps réel. Il faut quand même faire la différence entre les religions. On parle de statu quo. Le statu quo existe depuis des siècles. Le christianisme, les croisades, l'islam, le djihad, les religions de la violence, de l'intolérance. Le judaïsme n'a fait ni croisade ni djihad. Et aujourd'hui, si un juif monte sur le mont du Temple ou ne monte pas sur le mont du Temple, ça ne change rien. Parce que pour l'islam, le juif ne doit pas être à Jérusalem du tout. Bon, allez, on va s'intéresser à présent à la couverture de cet attentat hier par la presse internationale, par les médias internationaux. Avec vous, Betsabe Salem, vous venez de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, avec depuis cet attentat, pas mal de bourdes qui ont retenu l'attention, plus ou moins révélatrices, bien sûr, mais j'imagine que la plupart de ces coquilles, et sûrement vous serez d'accord avec moi, sont inintentionnelles. Exemple, CNN, dont la personne qui était chargée des bandeaux, il y a 24 heures, sans doute un petit peu endormie, décalage horaire oblige, écrivait que l'attaque s'était déroulée non pas dans une synagogue, mais dans une mosquée. Mais des erreurs moins innocentes ne sont pas passées inaperçues, même si ce matin, CNN annonce en bonne et due forme 5 victimes et dénonce une synagogue transformée en maison de l'horreur. Eh bien, hier, la chaîne américaine écrivait 4 Israéliens et 2 Palestiniens morts à Jérusalem. CNN, qui d'ailleurs hier a même écrit la police israélienne a tiré sur 2 Palestiniens. Ça fait pas mal de bruit. CNN a même dû s'excuser. Autre exemple, Fox News à présent, qui évoquait hier des représailles et la culpabilité des 2 côtés. D'ailleurs, je vous rappelle, on l'a vu hier matin, que l'attribution d'attaques terroristes a vraiment été donnée au compte-gouttes. Hier, le plus souvent, c'était au contraire en référence en fait aux propos des porte-paroles, de la police, de l'armée israélienne, comme si finalement on ne pouvait pas vraiment se fier à ce que disent les Israéliens. C'était le cas notamment de CNN, qui était décidément pas très en forme hier, et du Figaro.
Alors justement, côté médias français ce matin, qu'est-ce qu'on dit de cet attentat? Alors Le Monde, tout d'abord, après avoir vérifié que ces assaillants étaient bien palestiniens, parce que même l'info est restée au conditionnel pas mal de temps, et bien concède un massacre, tout en concluant son article sur les propos d'un conseiller de l'OLP, Xavier Abou Aïd, et notamment cette phrase, je cite, « Il ne faut pas s'attaquer aux symptômes, mais à la maladie, l'occupation israélienne. » Vous aurez saisi la métaphore, Éléonore. Le Figaro, quant à lui, rencontre l'oncle des deux meurtriers. Parlant des terroristes, il raconte « Ce sont les assauts répétés des Israéliens contre la mosquée Al-Aqsa, ainsi que les conditions de vie faites à notre peuple qui les ont poussés à commettre cet acte. » Fin de citation. Toujours en France, arrêtez de rigoler, Boaz, je vous entends. Libération publie un reportage qui fait écho à l'horreur de l'attaque. Libération qui parle, attention, de deux terroristes et rapporte notamment les propos d'un quinquagénaire sous le choc, donc après l'attentat terroriste. Il y avait du sang partout, il dit, sur les objets de culte, sur les livres de prière. C'était une boucherie. Elle n'a duré que quelques minutes, mais j'ai eu l'impression que c'était des heures. Et puis je conclurai avec RFI qui décrit une atmosphère de troisième intifada qui semble régner sur Jérusalem. La psychose se serait emparée des Israéliens, écrit RFI ce matin. Merci Betsat. Non, je souris parce que rien ne change. Parce que finalement rien ne change. Vous dites les erreurs inconditionnelles ou intentionnelles, pardon. Je me souviens, je venais d'arriver en France, c'était en 88, 89, jeune journaliste. Il y avait des images à la télévision, on voyait des soldats mais qui se comportaient de façon très brutale à l'égard de civils. Sauf que l'uniforme en tigre comme ça, je savais très bien comment l'armée, on parlait bien sûr de l'armée israélienne. J'appelle bien sûr la rédaction, je pense que c'était France 3 à l'époque. Et oui, c'était oh excusez-nous monsieur, c'est une erreur. C'est vrai, c'était des images du Paraguay. Sauf que bon, finalement, est-ce que vraiment ils se comportent différemment? Ça, c'était en 88-89 et pour moi, c'était une grande leçon. Deuxième chose, pour la presse, quand on parle de CNN, le monsieur un journaliste assez expérimenté qui parle d'attaque contre une mosquée, il faut lui rappeler peut-être qu'en 2014 à Jérusalem, pas 2014, tout le long de l'histoire, il y avait toujours des synagogues aussi. Il y a aussi des synagogues à Jérusalem, bien avant qu'il y ait des mosquées. Une autre chose. C'est une erreur intentionnelle. Je sais, ça nous arrive à nous aussi. Mais c'est jamais des bourdes. Regardez un petit peu, tout est là. Malheureusement, pourquoi toujours les bourdes? Elles sont toujours défavorables à l'égard d'Israël. Et justement, vous savez, maintenant, il y avait encore un panel dans le congrès des journalistes à Eilat sur le comportement, justement, comment le monde regarde, pas le journal Le Monde, comment le monde un petit peu perçoit et regarde Israël. Et bien, si ça dépendait au monde, je pense qu'on ne serait pas à Jérusalem. Justement, comment le monde regarde cet attentat et regarde Israël? Vous le savez, les dirigeants de la communauté internationale ont à la quasi-unanimité condamné très fermement cet attentat d'hier. On va tout de suite écouter les propos du président américain Barack Obama. Je voudrais mentionner l'horrible attaque qui a eu lieu à Jérusalem. Nous savons que deux assaillants ont mené une attaque insensée et brutale contre des fidèles innocents dans une synagogue pendant leur prière du matin. Évidemment, nous condamnons cette attaque de la manière la plus ferme qui soit. Mais nous devons nous rappeler que la majorité des Palestiniens et des Israéliens souhaitent avant tout la paix et veulent pouvoir vivre avec leur famille en sécurité. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toutes les parties concernées pour que cela devienne une réalité et pour isoler le genre d'extrémistes qui ont mené ce terrible carnage. Voilà, vous le disiez, Boaz Bismuth, mais là tout de même on sent une condamnation unanime de cet attentat de la part de tous les dirigeants de la communauté internationale. On est censé être là à les remercier infiniment. Comme a dit monsieur juste avant, regardez aussi le contexte international. C'est-à-dire que la France découvre cette semaine que parmi ces barbares, là en ce moment en Irak et en Syrie, il y a aussi des Français, des Britanniques, il y a aussi des Britanniques. C'est-à-dire que finalement vous voyez quoi? Que ces barbares, en quoi, dites-moi, et ce qu'Israël dit depuis cet été, dites-moi quand vous voyez un terroriste palestinien qui rentre avec une hache et un couteau de boucherie, on a bien vu les photos hier de ce couteau, quand on rentre dans une synagogue et on égorge des fidèles, dites-moi en quoi c'est différent du comportement des terroristes de Daesh. Et c'est pour ça que lorsqu'Israël dit que finalement c'est assez pareil, dites-moi en quoi c'est différent. Et justement, on parlait de l'influence de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, du Hamas, du djihad islamique, mais finalement, c'est pas aussi ce contexte régional, ce contexte d'islamisation radicale de la région du Moyen-Orient qui conduit à ce genre d'acte? Bien entendu, c'est la présence de Daesh, c'est le système Daesh, l'incitation à la haine par les réseaux sociaux, la justification de la violence, l'apologie du martyr, tout ce folklore crée une mode, je dirais, un phénomène. C'est un phénomène de mode. Et pour une fois, je suis d'accord avec le président Obama, ce qui est rare. C'est un phénomène de mode. Il n'y a pas
d'antifada, il n'y a pas d'embrasement de la région. Enfin, vous dites qu'il n'y a pas d'embrasement? Non, il n'y a pas d'embrasement de la Cisjordanie, il n'y a pas d'embrasement des Arabes israéliens, il y a des émeutes. Attendez, on ne peut pas nier quand même ce qu'on voit depuis des semaines, oui, les émeutes à Jérusalem-Est. Oui, c'est un phénomène. Mais là, les avis divergent sur le terme à adopter, intifada, pas intifada. Intifada, c'est un mouvement populaire, spontané de masse. Ce que monsieur essaie de dire, c'est que l'intifada, il est régional, que l'intifada, il n'est pas ici. Je persiste à dire, comme Obama, que la majorité des Arabes israéliens, beaucoup de Palestiniens, et certainement les Juifs israéliens, veulent la paix, cherchent une solution de coexistence. Il n'y a pas... quand vous parlez d'antifada, vous parlez de chiffres. Nous n'avons pas atteint les chiffres par milliers et par fréquence de manifestations et d'événements violents qui caractérisent une antifada. Donc pour vous, pas d'intifada. Très rapidement, Boaz, parce qu'on va devoir s'arrêter. C'est-à-dire que tout nous pèse, c'est-à-dire on peut la craindre. Elle n'est pas encore là, mais on peut la craindre parce qu'on voit vraiment cette intensification de la tension, de la violence. Il est vrai, il faut dire de façon honnête que lorsqu'aujourd'hui un Israélien veut aller dans sa propre capitale, dans certains quartiers, il pense deux fois et parfois même il n'y va pas. Donc ça, c'est quand même la réalité. Mais juste une chose, parce qu'on a parlé quand même de la presse internationale, du monde, de la façon dont on est vu, on est perçu. Et comme j'ai dit juste avant, il faut regarder un petit peu hier, pas très loin, 2000, et on regarde ça aujourd'hui encore. On va devoir s'arrêter. C'est que la glorification du kamikaze, du terroriste, et le manque de personnalisation de la victime chez nous. Et voilà le résultat dans l'opinion publique mondiale. Merci Boaz Bismuth, merci Raphaël Yerushalmi et Betsabé Salem d'avoir été avec nous. Suite de cette édition spéciale dans quelques minutes, juste après un court journal. À tout de suite. De retour sur le plateau du Morning, il est 9h12, merci d'être avec nous. Hier, le ministre des Finances, Yair Lapid, était l'invité de Jean-Charles Banoun dans le Grand Direct. On écoute ses réactions quelques heures seulement après l'attentat qui a frappé la synagogue de Har Nof à Jérusalem. Écoutez. Je suis fils d'un rescapé de la Shoah. Pour moi, voir des Juifs morts, enveloppés de leur châle de prière, après que des personnes inhumaines les ont tués à la hache et au fusil ou au revolver pendant qu'ils priaient Dieu, c'est une image épouvantable. C'est une journée terrible pour Israël. L'État d'Israël ne pourra pas supporter un tel comportement sur le long terme. Nos ennemis doivent savoir que nous réagirons de manière extrêmement dure. Alors, Benjamin Netanyahou a immédiatement montré du doigt à la fois le Hamas et Mahmoud Abbas à Ramallah. Or, Mahmoud Abbas a condamné cet attentat, ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il doit être mis sur le même plan que le Hamas là-dessus ? Je ne sais pas si on peut comparer les niveaux. Ce que l'on ne peut pas faire, on ne peut pas inciter de nuit et condamner de jour et recommencer à appeler à la violence de nuit et condamner le jour. Abou Mazen a augmenté les flammes ces dernières semaines. Il a augmenté le feu, il a créé un bouillonnement permanent et il est responsable d'une grande partie de ces problèmes, de ce qu'on a vu ce matin à Jérusalem. Certains disent que ce conflit aujourd'hui est devenu religieux. Est-ce que c'est votre avis ? Je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous occuper que ce conflit national, qui est assez dur comme ça, ne se transforme pas en conflit religieux entre le judaïsme et l'islam. Lorsque je vous dis qu'il est terrible que des gens, pendant qu'ils prient leur Dieu, soient assassinés, c'est vrai pour les juifs dans la synagogue, c'est vrai pour le musulman dans les mosquées ou les chrétiens dans les églises. Nous ne pouvons pas ramener la religion à Jérusalem et dans ce conflit parce que nous n'avons pas de place pour un conflit religieux en Israël. C'est pour ça que finalement le statut de l'esplanade du Mont du Temple, qui a été la source de beaucoup de tensions ces derniers temps, pour vous, doit être ramené au fameux statu quo. C'est là-dessus que l'on doit se baser une fois pour toutes ? Il ne fait aucun doute quand je dis qu'il y a incitation à la violence auprès de l'autorité palestinienne. Une partie de cela est autour de ce sujet. J'ai dit, d'autres ministres l'ont dit, le Premier ministre l'a dit et l'a répété. Il n'y aura aucun changement dans le status quo sur le mont du Temple. Il n'aura aucune atteinte portée aux droits des musulmans et de prière des musulmans sur le mont du Temple. Tous ceux qui disent autre chose ont simplement essayé de créer de la provocation et de créer de la violence à Jérusalem. Mais que doivent faire finalement les Juifs avec cette esplanade ? Est-ce que pour vous, il faut arrêter finalement d'y aller, d'inciter les gens à y aller parce que ça crée des problèmes ?
ou est-ce qu'il faut quand même trouver un moyen, un jour peut-être, de satisfaire toutes les religions ? Écoutez, il y a des arrangements sur le mont du Temple depuis de longues années et cela fonctionne à la satisfaction de toutes les parties sauf de la part des extrémistes. C'est le moment où les modérés doivent se mettre côte à côte pour œuvrer contre les extrémistes. Et les terroristes doivent savoir que s'ils tuent des juifs, on détruira leur foyer, les foyers de leur famille. Nous ferons des choses extrêmement sévères. Aucun pays, ni la France ni les États-Unis, ne permettrait à des assassins de tuer dans la rue à coups de hache des innocents. Nous ne permettrons pas à cela d'avoir lieu. Voilà, on va tout de suite rejoindre notre correspondant qui se trouve à Jérusalem sur les lieux de l'attentat qui s'est produit donc hier dans la synagogue de Har Nof en plein Jérusalem-Ouest. Mathias, bonjour. Quelle est l'atmosphère ce matin, plus de 24 heures après cet attentat dans le quartier de Har Nof à Jérusalem ? Eh bien, la vie reprend peu à peu son cours, Éléonore, et vous le voyez derrière moi, le Kollel en hébreu, c'est-à-dire cette école talmudique, reprend peu à peu son cours. Il est, depuis quelques minutes, à 9h, ce Kollel a ouvert ses portes, et donc on voit de plus en plus d'hommes venir prier, venir participer à l'étude, à l'endroit même où a été réalisée cette attaque meurtrière hier. 5 personnes sont décédées, 4 fidèles juifs qui priaient dans cette synagogue, et puis un policier qui était venu les secourir. Et puis une anecdote particulière qui m'a surpris, c'est cette circoncision qui a été organisée à l'endroit même où a été réalisé cet attentat, à l'étage inférieur. Le traiteur me disait que le père de cet enfant, de ce bébé, ne souhaitait pas annuler cette circoncision parce qu'elle élevait la mémoire de ceux qui avaient disparu hier. Bref, vous le comprenez, la vie continue ici, dans ce quartier de Har Nof. Une belle image. Est-ce que le renforcement des mesures de sécurité annoncées hier par Benjamin Netanyahou rassure les habitants, ou est-ce que vous sentez qu'il y a toujours beaucoup de peur, presque peut-être de la psychose à l'intérieur de ce quartier, dans ce quartier ? Pas de psychose, mais de la peur, oui, parce qu'ils se disent que finalement, si les 2 terroristes avaient attaqué une synagogue d'un quartier peut-être plus près des quartiers est de Jérusalem, cela n'aurait pas entraîné le même résultat. Ils étaient sans armes, et donc ils se disent que finalement, ils ont besoin d'agents de sécurité. D'ailleurs, il y a de quoi être surpris de leur part. En tout cas, ils sont surpris parce que en permanence, il y a 2 policiers qui se trouvent à l'extérieur de la synagogue, un garde de sécurité à l'entrée de cette synagogue. Ils n'avaient plus vu ça depuis des années. Voilà peut-être leur sentiment d'inquiétude et de peur et de colère même. Un mot peut-être, Mathias, ce matin sur la 5e victime qui a donc succombé dans la nuit à ses blessures, Zidan Saïef, qui sera enterré aujourd'hui dans son village. Oui, il sera inhumé à 14h précisément. Son père a parlé à la radio israélienne. Il a dit combien il était attaché aux valeurs de l'État d'Israël. Il s'était engagé au sein de la police. Il donnait tout. D'ailleurs, il y a quelques semaines, son commandant direct était venu voir la famille dans le nord d'Israël, en Galilée, pour dire combien ce policier était dévoué à sa tâche. D'ailleurs, c'est lui qui est arrivé le premier sur les lieux lorsqu'il a entendu cet appel des secouristes, lorsqu'il a entendu des tirs de feu. C'est lui également qui a donné de sa vie parce qu'il a protégé son collègue qui était en relation directe avec l'un des terroristes. Il l'a protégé, et donc c'est là qu'il a été atteint d'une balle dans la tête. Il était dans une situation particulièrement critique, et les médecins n'ont rien pu faire, comme vous le savez. Il sera donc inhumé à 14h dans son village Druze, dans le nord, dans la Galilée. Une dernière question à Mathias Inbar sur les émeutes qui ont éclaté hier dans plusieurs quartiers est de Jérusalem. Est-ce que ce matin, vous constatez un retour au calme dans Jérusalem ? Oui, pour l'instant, un retour au calme. Il y a eu effectivement tout au long de la journée des émeutes à Jebel Moukaber. C'est plutôt l'épicentre des tensions. Ce matin, c'est plutôt dans le quartier de Silouane, en profondeur de la vieille ville de Jérusalem. Silouane, vous le savez, c'est là où habitait Abdelrahman al-Chalodi, ce terroriste qui avait réalisé cet attentat contre le tramway de la colline des munitions. Sa maison a été détruite, et des jeunes sur place ont déclaré d'ailleurs à la presse israélienne que ce type d'action ferait
feraient tout simplement continuerait cette spirale de violence. Ils répondront par les armes à la destruction de la maison. Donc on le voit, finalement, la tension est loin d'être apaisée à Jérusalem. Merci Mathias Inbar pour toutes ces explications. Voilà, j'accueille sur le plateau du Morning Naftali Glicksberg. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du documentaire Être dans la peau de Shimon Peres. Alors, je vais vous poser des questions en français, vous me répondrez en hébreu avec la traduction simultanée. 80 heures de tournage pour un documentaire de 73 minutes d'immersion dans la vie de l'ancien président israélien Shimon Peres. Pourquoi avoir choisi d'interviewer uniquement Shimon Peres et les femmes de son entourage professionnel? 80 minutes le film. La raison est très drôle. Il y a 6 ans, une jeune réalisatrice m'a téléphoné, je ne la connaissais pas. Elle m'a dit « Je voudrais vraiment faire un film sur Shimon Peres ». Je lui ai dit, Shimon Peres, on l'a filmé depuis Abraham, notre père, tout le monde le connaît, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Shimon Peres? Elle a dit, viens, et ça se passera bien. Et après 6 ans, un film extraordinaire, sensible est sorti sur un homme spécial. Vous pensez qu'il s'est montré sous son vrai jour, l'ancien président israélien, qu'il a été honnête? Interviewer Shimon Peres, c'est jouer aux échecs. Tu fais un pas et fait un pas. Ce film montre ce jeu, même si ça ne finit pas par un échec et mat, il y a des mouvements incroyables. Alors, on s'est souvent demandé en Israël comment Shimon Peres était passé d'une sorte de loser politique, si on veut, à un président tant aimé par tous ses citoyens. Comment vous l'expliquez? C'est une très bonne question. Quand j'ai commencé ce documentaire, c'est la question qui m'intéressait. Comment cet homme détesté, qu'on lui a jeté des tomates, c'est le seul homme politique auquel on a jeté des tomates, est devenu, après 20 ans, l'homme le plus aimé d'Israël. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'âge a aidé. Je crois que dès qu'il est sorti un peu de la politique, ça l'a aidé. Mais si tu veux savoir, regardez le film. On l'a vu, bien sûr. Comment est-ce qu'il maîtrise parfaitement, l'ancien président israélien, et à son âge, les réseaux sociaux et tous les outils de communication? C'est quand même ça qui impressionne les Israéliens et le monde dans son ensemble. Écoutez, il y a des très jolies choses dans ce film que le film révèle. Nous voyons un leader sur le front, mais il y a un leader sur le front, mais derrière lui, il y a énormément de personnes qui gèrent cette présidence. Dès le moment où il sait avec qui travailler, il choisit les gens, et les gens qui travaillent avec lui savent travailler. C'est une chose que j'ai appris et c'était extraordinaire de voir ça. Il est très précis. Il croit aux gens qui travaillent avec lui et il réussit pour cela. Comme il dit dans le film, quand j'étais jeune, j'étais déjà un vieux. Maintenant que je suis vieux, je travaille avec des jeunes. Alors, dans ce film, dans ce documentaire que vous avez réalisé, il parle aussi de sa femme, de Sonia. Bien sûr. Écoutez, c'est une des questions les plus difficiles qu'il y avait à le poser. Il y a du respect pour un homme de son âge et de sa position. D'un autre côté, c'est une des questions les plus intrigantes. Mais toutes les questions intrigantes ne se trouvent pas dans le film. Mais concernant Sonia, nous sommes arrivés au plus profond. Et je reconnais que la réponse qu'il a apportée était surprenante. Si vous demandez à un homme de 90 ans, sa femme est décédée, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et il répond ce qu'il répond. C'est un peu surprenant. Est-ce qu'il y a des questions que vous n'avez pas osé lui poser? Et si oui, lesquelles? Non. Je crois qu'on peut voir dans le film que j'ai aucun problème à poser des questions
C'était même notre accord entre nous. Quand j'ai commencé, c'est que je peux demander tout ce que je veux, quand je veux, mais ça ne veut pas dire que j'ai tout mis dans ce documentaire. Mais j'ai posé les questions que je voulais poser et j'ai reçu toutes les réponses que je voulais. Il y a des choses que vous n'avez pas osé rentrer dans le film. Est-ce qu'il y a des morceaux qui étaient peut-être opposés, justement, que vous n'avez pas osé montrer au public ? Je crois qu'il y a une différence entre la culture française et la culture israélienne. Comment profond on rentre dans la vie personnelle d'un leader. Dans la culture israélienne, comme dit Shimon Peres, je t'invite dans mon salon, tu es sympa, je te rentre dans la cuisine. C'est vrai que le film rentre aussi dans la chambre à coucher, mais les questions se sont arrêtées avant. Naftali, j'aimerais que vous partagiez avec nous une anecdote, peut-être celle qui vous a le plus marqué au cours de ce tournage sur Shimon Peres. Je pense que le plus impressionnant était de voir Shimon Peres le rencontrer à Paris. Nous sommes sortis dîner un soir sans caméra et c'était un homme différent. Et il a dit, le premier endroit où il s'est rendu en visite, c'était Paris. Et très jeune, à 26 ans, un homme qui n'avait pas vu le monde se rend avec le ministre des Affaires étrangères françaises à Paris. On peut imaginer ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu et ce qu'ils ont fait après. Quand Peres boit, il aime boire. C'est très impressionnant de voir son côté amusant et humain. C'était exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il laisse derrière lui, que les Israéliens retiennent, la chose principale que les Israéliens retiennent de Shimon Peres ? Je pense que c'est trop tôt de poser cette question. Il a un avantage historique parce qu'il a vécu si longtemps. Il commence à écrire son histoire. Je crois comme on ne sait pas vraiment de quoi aura l'air ce pays dans 20 ans, comme son idéologie repose sur la paix et la sécurité. Est-ce qu'on aura la paix et la sécurité? Quelle sera sa place dans le futur? On ne sait pas. Il y a une autre personnalité politique sur laquelle vous aimeriez réaliser un film? Il y a un autre politique que je veux filmer. Il n'acceptera pas et ainsi je ne vois pas de raison de le révéler. Donc vous ne pouvez pas nous dire, c'est un secret? Je ne peux pas en parler. Merci beaucoup Naftali Glickberg d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du documentaire Dans la peau de Shimon Peres qui a été diffusé sur la chaîne israélienne numéro 2. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, restez avec nous. On revient dans un instant dans le morning, juste après un court journal. N'allez nulle part. Il est 9h42 à Tel Aviv. Merci à vous d'être toujours avec nous sur le plateau du Morning. On accueille ce matin Laura Duhamel et Betsabé Salem. Bonjour et rebonjour à vous deux. On va tout de suite se rendre à Jérusalem sur les lieux où s'est produit l'attentat hier dans le quartier de Har Nof à la synagogue. On y retrouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias Inbar, c'est à vous. Oui, Éléonore, la vie reprend peu à peu son cours ici dans cette synagogue du quartier de Har Nof à Jérusalem, lieu de l'attaque hier par 2 Palestiniens de Jérusalem-Est qui a causé la mort de 4 fidèles juifs. La vie reprend son cours, certes, mais les stigmates demeurent. On voit cet impact de balles toujours présent dans l'armoire où se trouvent les rouleaux de la Torah et puis des traces de sang ici, là où je me trouve, au sol, lieu où le premier fidèle juif a été mortellement atteint d'une balle. Bref, des fidèles qui se sentent concernés par ce qui s'est passé hier, mais qui m'affirment que la vie continue, qu'ils se doivent de continuer à venir étudier dans cette synagogue pour élever la mémoire des leurs qui sont tombés hier. La vie qui est également rythmée par la sécurité ici à Jérusalem. Le niveau 3 a été imposé par la police israélienne.
très difficile d'accéder depuis le nord de Jérusalem vers le sud de Jérusalem. On voit des policiers positionnés aux quatre coins de la ville, des gardes de sécurité également dans tous les lieux publics, des écoles, des synagogues et puis des émeutes dans les quartiers notamment de Jabel Moukaber, d'où étaient originaires les deux terroristes palestiniens, mais pas seulement, dans le quartier de Silwan également, parce que, vous le savez, la décision a été prise sur ordre de Binyamin Netanyahou de détruire la maison du terroriste Abdelrahman Al-Chalodi, qui avait causé la mort de 2 personnes, dont un bébé de 3 mois, et cette touriste originaire de l'Équateur dans une station du tramway de la colline des munitions. Bref, la tension est toujours de mise ici à Jérusalem après plus de 3 mois d'incidents sécuritaires quasiment quotidiens. Voilà, merci Mathias Inbar en direct de Jérusalem. Et après cet attentat justement à Jérusalem, une question se pose, celle de la propagation des violences à Yafo. On espère que la cohabitation entre les communautés juives et arabes résistera à cette vague de violence. Un reportage signé Maël Benoliel et Léa Berdugo. À 50 km de Jérusalem, le quartier de Jaffa. Ville historique, emblème de la coexistence entre juifs et musulmans. Quelques heures après l'attaque perpétrée à l'entrée de la ville sainte, la population de Jaffa est sous le choc. Anna Nechter est le directeur de l'école talmudique Shirat Moshe, située en plein cœur d'Adjami, quartier arabe de Jaffa. Appréhende-t-il un même scénario au sein de son école? Pas de réponse, ses seules paroles sont adressées aux victimes. Nous partageons le deuil et la tristesse de tout le peuple d'Israël pour le meurtre de juifs innocents en pleine prière. Pourtant, la crainte de nouvelles attaques est réelle. Selon certains élèves, les forces de sécurité auraient donné des directives. La police a demandé de se préparer à tout cas de figure et de verrouiller les portes pour éviter tout incident. Nous, on n'a pas vraiment peur. Les Arabes ici sont plus calmes, ils sont moins radicaux que les Arabes de Jérusalem. À quelques mètres de là se situe l'école coranique Yud Bet. Mahamid Ouael est enseignant et président du mouvement islamique de Jaffa. Pour lui, Jaffa n'est pas Jérusalem. Jaffa, c'est une ville qui date 4000 ou 5000 ans. Donc la population juive arabe, ils ont étudié, ils ont toujours été ensemble. Mais à Jérusalem, la population palestinienne, elle est seule et les Israéliens, ils sont seuls. Cette opinion est largement partagée au sein de la population musulmane. Non, je ne pense pas que ça arrivera jusqu'à Tel Aviv, non. Ici, on vit ensemble, on n'a jamais vu une telle chose chez nous. Pourquoi ça arriverait jusqu'ici ? Mais ce n'est pas non plus l'optimisme qui règne. Les dangers d'une 3e intifada sont présents dans tous les esprits. Je pense que oui, c'est une 3e intifada qui commence. Oui, avec ce qu'ils font à Jérusalem, à Al-Aqsa, oui, bien sûr, ça a commencé. Jaffa, îlot de cohabitation, où l'on craint malgré tout pour l'avenir des relations entre juifs et musulmans. Voilà, c'est l'heure des 5 leaks et 5 infos avec vous, Betsavé Salem. On commence avec le nucléaire iranien. Les négociations ont repris hier à Vienne. Voilà, donc ce mardi 18 novembre marquait le coup d'envoi d'un contre-la-montre diplomatique, nous dit RFI. Les 5 puissants et l'Allemagne qui rencontrent donc à Vienne les responsables iraniens pour parler nucléaire. L'objectif, on commence à saisir, parvenir donc à un accord sur ce dossier inextricable et qui empoisonne pas seulement les journalistes, mais aussi des relations entre l'Iran et les Occidentaux, et ce depuis 2002. Un accord qui serait donc historique, nous disent les médias qui entretiennent le suspense comme ils peuvent. Or, la date butoir, c'est le 24 novembre et elle s'approche à grands pas avec plusieurs difficultés qui persistent. Alors, la BBC a sa petite idée sur la question, à en croire la ponctuation de la chaîne britannique qui met la fin des négociations entre guillemets. Ce ne serait peut-être pas les derniers
dernier round de négociations, d'autant que là, tout de suite, la BBC et d'aucuns restent sceptiques sur une issue positive à court terme. Trop de questions techniques, politiques, en reprenant notamment l'expression de Wani Sherman, la négociatrice américaine qui parle de Rubik's Cube, au cas où ça vous aurait échappé. Allez, on parle de Daesh avec toujours cette implication du français qui a été confirmée. Oui, alors les autorités françaises auraient donc reconnu un jeune originaire de l'Eure en France dans la vidéo de Daesh, et cette histoire a donné de l'inspiration aux illustrateurs. Le Huffington Post, qui rappelle que de plus en plus de Français semblent rejoindre les filières de Daesh, se demande comment reconnaître nos ressortissants parmi les terroristes islamistes. Alors voilà les réponses. Le djihadiste français fait déjà la grève en demandant en disant qu'il ne retravaillera pas tant que son couteau ne sera pas mieux aiguisé. On ne refait pas une mauvaise réputation. Metro News revient sur l'illustration cette semaine du journal satirique Charlie Hebdo. Alors le combattant de Charlie Hebdo, là censé représenter Maxime Auchard, a donc une toque. Il est agrémenté de cette légende. Les grands chefs qui réussissent à l'étranger, bien sûr, le couteau ne vous a pas échappé. Puis une autre illustration qui m'a plu, c'est celle de 20 minutes. Regardez, elle représente l'entrée d'un petit village de l'Eure, Bosc-Roger en Roumois, qui a reçu le label de ville fleurie, un joli village donc. Et c'est là, ça pourrait presque plaire à Hollywood, entre deux bougainvilliers que Maxime Auchard a grandi, sauf qu'apparemment il s'est radicalisé dans sa chambre, loin des plantes. Seul et sur Internet. Allez, on va partir pour l'Indonésie, où ces femmes qui veulent devenir policières doivent passer, il y a une règle assez bizarre. Elles doivent passer un test pour voir si elles sont vierges. Alors c'est beaucoup moins drôle, ça aurait sans doute plu à Maxime Auchard. D'ailleurs, dans ce pays musulman très conservateur, des tests de virginité sont pratiqués pour les candidates à la police. Un test des 2 doigts, ça s'appelle. C'est pratiqué par les femmes et c'est dénoncé par Human Rights Watch. C'est raconté par le correspondant à Phnom Penh du Guardian. Et pour cause, ça laisse ces jeunes femmes traumatisées. Ça leur fait mal, elles sont choquées. Mais ça fait partie d'un ensemble de tests. C'est la partie obstétrique. Et le Guardian précise que les candidates qui échouent au test ne sont pas forcément recalées. Voilà de quoi nous rassurer. Allez, vous allez nous parler à présent des dangers du smartphone, mais cette fois des dangers pour notre dos. Oui, alors si vous vous demandez pourquoi, voici la réponse. Parce qu'il nous oblige à baisser la tête, à moins de regarder votre téléphone comme ça. Mais vous prenez le risque de vous confronter à quelques poteaux. Alors en plus, vous passez environ 2 heures par jour à checker Facebook, etc. Du coup, conséquence sur non seulement la colonne vertébrale, mais aussi la santé en général, nous dit Libé. Cette information nous vient d'une étude américaine, d'un chef de clinique new-yorkais. Alors, il explique qu'une tête droite sur les épaules, c'est un poids d'environ entre 4,5 et 5,5 kilos. Si elle est droite, donc sa tête, mais si vous penchez votre tête, ça fait peser un poids beaucoup plus important sur ses épaules. Ainsi, si vous inclinez votre tête à 60 degrés, ce poids passe, attention, à 27 kilos, et oui, c'est pas rien. Verdict, cette telle pression sur les épaules peut conduire à une usure prématurée, une déchirure, d'éventuelles chirurgies, etc. Sans compter les autres maux auxquels on s'expose avec un smartphone, dépression, constipation et même problèmes cardiaques. Allez, on va nous parler à présent d'un nouveau genre de jeu vidéo. Voilà, qui sera peut-être la solution pour vous occuper. Courrier International raconte qu'un designer espagnol a mis au point des consoles de jeu qui ne permettent aux joueurs qu'un seul mouvement par jour. Voici ces petites consoles. Alors chaque cube permet de jouer à un jeu vidéo. Il est muni d'un unique bouton, comme vous pouvez voir, et qui permet un mouvement différent. Or, une fois que vous avez effectué une commande, il faudra attendre 24 heures pour qu'elle se concrétise sur l'écran. C'est pour les patients et en plus, il faut plusieurs semaines minimum au jeu si vous ne m'aurez pas entre-temps pour attendre son dénouement. Moi, je me vois déjà en train d'essayer de trouver un moyen de manipuler le bouton. Merci beaucoup, Betsabé Salem. Allez, on va parler avec vous, Laura Duhamel, d'une chanson caritative qui a remporté un succès incroyable en à peine quelques heures, mais qui parallèlement a suscité la polémique. Voilà, alors single Do They Know It's Christmas. Est-ce qu'ils savent que c'est Noël, a été mise en ligne lundi. En à peine 5 minutes, le single a remporté plus de 1 million de dollars de dons. Il est signé Band Aid, l'association qui a été créée par Bob Geldof. En tout, ce sont une dizaine d'artistes qui ont poussé la chansonnette, dont Bono,
Bono ou le boys band One Direction. Et lundi, eh bien, la chanson était la plus téléchargée sur iTunes et il y a fort à parier eh bien, que cette semaine, elle arrivera en tête du top des chansons cette semaine. Alors pourquoi une telle polémique sur cette chanson? Alors parce que, comme souvent, dès qu'il s'agit de singles humanitaires, eh bien, on tombe dans le racolage. Alors concernant cette chanson, en fait, elle n'est pas nouvelle, elle a 30 ans, elle date de 1984, je ne sais pas si vous en souvenez. Do they know it's Christmas? Est-ce qu'ils savent que c'est Noël? La première fois, ce titre avait été chanté pour lutter contre la famine en Éthiopie. En 2004, c'était pour le Darfour. Et aujourd'hui, en 2014, eh bien, c'est pour Ebola. Alors les couplets changent, mais le refrain reste le même. Alors si on se penche un petit peu sur le titre, on parlait racolage. Est-ce qu'ils savent que c'est Noël? D'une part, concernant Ebola, il faut savoir que la majorité de la population au Libéria, par exemple, qui est le pays le plus touché, eh bien, est musulmane. Donc non, ils ne savent pas ce que c'est Noël, mais pas à cause d'Ebola. D'autre part, il faut savoir qu'au Libéria, toujours le pays le plus touché, eh bien 0,2% seulement de la population a été touchée par Ebola. Donc a priori, les enfants chrétiens qui le veuillent, eh bien, pourront fêter Noël cette année, pas de quoi tomber dans le misérabilisme. Voilà, ce type de titre ignore complètement toute la diversité du continent africain. On tombe dans les pires stéréotypes. Et avant justement de parler plus en détail de ces stéréotypes, je vous propose de découvrir ce single, version 1984, 2004 et 2014. Alors, regarde. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Voilà, donc une chanson qui a beaucoup de succès, qui a toujours eu beaucoup de succès depuis 1984, mais qui perpétue cet éternel stéréotype. Ça a été souligné dans le Washington Post, notamment par Laura Sieh, qui est une professeure spécialiste de politique africaine. Finalement, ce genre de paroles réduit l'Afrique à un continent homogène, à un continent misérable. Or, l'Afrique, c'est 54 pays différents. Et surtout, parmi ces 54 pays, eh bien, certains connaissent un véritable boom économique. Donc, on n'est pas du tout dans la situation qui est décrite. Et on est avec ce type de mise en scène, ce type de parole. On revient toujours à cette même idée du gentil blanc, de la star blanche qui va venir en aide aux pauvres petits africains qui meurent de faim. Voilà, les stars tirent de ces chansons une grande satisfaction morale, une grande pub aussi. Elles récoltent effectivement de l'argent, mais au final, on perpétue cette même éternelle vision du monde selon laquelle l'Afrique a besoin de l'Occident pour s'en sortir. Alors en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que toutes ces initiatives d'aide humanitaire, c'est toujours un prétexte, quoi. Voilà, exactement. Se c'est toujours un prétexte pour se faire connaître. Alors je pense que ça part effectivement d'une bonne intention, on ne peut pas le nier, mais finalement ça n'est pas finalement très utile. Ebola par exemple, eh bien, des Africains se sont lancés dans plusieurs singles, plusieurs artistes ont fait des singles pour lutter contre Ebola. Alors ils ont fait par contre des paroles qui servaient de conseils de prévention, ça c'était utile. Et puis pour conclure, il faut savoir que justement face à ces stéréotypes, il y a une association dont j'aime beaucoup parler, ça s'appelle Radied, les enfants pour la Norvège, et c'est une association qui tourne en ridicule finalement ce type d'initiative, ce type de stéréotype, et elle a son propre single dont je ne me lasse pas. On va l'écouter dans un instant, mais on va finir avec, donc je vous remercie Laura Duhamel, Bessabé Salem également, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On va se quitter justement sur ce single. Voilà, les enfants pour la Norvège. Les enfants pour la Norvège, rendez-vous demain, même heure, même endroit sur i24 News.